Juliette, elle va être avec... Ah, bon. La réunion va être Ce enregistrée. n'est pas ma vraie voix, il faut dire. Donc, ce ne sera pas long, je vais nous mettre sur Facebook. Oui. Donc, Juliette, elle va vraiment s'occuper de la modération. D'accord. Alors, c'est elle qui lit les contributions sur Facebook et qui va nous, Voilà, c'est ça. nous donner les questions. D'accord. Je vais attendre ton signal, Juliette. On semble être en direct. Super. Bonjour tout le monde qui nous suivent sur Facebook actuellement. Donc aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Humblot en direct de Paris. Donc à Paris, présentement, il est 15 heures pour cet échange autour de l'essai Préservation de l'art numérique à la Bibliothèque nationale de France, un texte qui est en ligne actuellement sur le site web de Rhizome. Donc l'essai, l'échange s'inscrivent dans la série de la virtualité, chantier sur la littérature québécoise numérique de la communauté de pratique sur la place et la posture de la littérature québécoise en ligne, dont Rhizome est l'instigateur. Aujourd'hui, c'est le dernier échange de cette série, les chantiers sur la création, la reconnaissance, la découvrabilité et la littératie numérique ayant déjà été couverts. J'en profite pour vous rappeler que les captations de cette série sont accessibles sur Littérature vivante, la chaîne YouTube de Rhizome. Avant de présenter Jean-Philippe Humblot qui est avec nous, juste vous dire qu'avec nous présentement sur Zoom, nous avons bien entendu Jean-Philippe Humblot. Nous avons Juliette Bernatchez qui va s'occuper de faire le pont entre vous et nous. Donc, sur Facebook, ne vous gênez surtout pas pour poser vos questions, donner vos commentaires. Juliette est là pour vous. Il y a actuellement aussi Simon Dumas qui est le directeur général et artistique de Rhizome. Et moi, Frédérique Dubé, la responsable du développement numérique chez Rhizome. C'est moi qui va animer aujourd'hui l'échange. Donc, Jean-Philippe Humblot est ingénieur diplômé de l'Institut national des télécommunications d'Évry, Télécom INT, spécialisé en génie logiciel et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences cognitives et intelligence artificielle délivré par l'Université Paris-Sud, Orsay. Ayant exercé pendant plusieurs années une activité de consultant et de chef de projet dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, au profit de plusieurs grandes entreprises, il est recruté par la Bibliothèque nationale de France, où il est en charge du traitement des documents électroniques et multimédia au sein du service conservation et consultation du département de l'audiovisuel. Il y assure, entre autres, une mission d'expertise sur les techniques de transfert de support et d'émulation des plateformes informatiques dans l'optique de pérenniser l'accès à la collection des documents multimédia. Aujourd'hui, donc, je voulais d'abord amorcer la discussion, le texte, l'essai Préservation de l'art numérique à la Bibliothèque nationale de France commence par un cours historique du dépôt légal et aussi du chemin qu'ont parcouru les documents multimédia dès 1970 et ce jusqu'en 2006 avec la promulgation de la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, la loi DAD-EVSI. On voulait savoir quel impact a eu cette loi dans vos pratiques et dans votre travail de préservation. Alors, avant cette loi-là, il y a bien sûr un premier texte qui date des années 70, mais qui n'a pas permis de... Parce qu'en fait, c'était le multimédia, c'était
à l'époque, on avait défini comme multimédia des documents qui étaient à la fois sonores, par exemple, et textuels. C'était des mélanges de différents supports, en fait, parce qu'à l'époque, c'était essentiellement des méthodes de langue, par exemple, qui sortaient avec des enregistrements sonores et puis un support papier. Donc là, on a inventé un peu ce concept de multimédia. Comme j'ai indiqué un peu dans l'article, le dépôt légal, c'est une loi qui date du XVIe siècle et qui a été étoffée au fil du temps à mesure que des nouveaux supports de diffusion apparaissaient. Donc, au XXe siècle, par exemple, on a rajouté les enregistrements sonores, les enregistrements vidéo, et puis donc, au tournant des années 70, est apparu ce mélange de documents qui pouvait associer aussi des diapositives avec du texte. Et donc, ça tombait dans aucune case, donc on a inventé à ce moment-là la notion de multimédia. Et donc, il y a un premier texte de loi, une première extension qui date de ce moment-là. Mais la vraie extension qui nous intéresse, nous, c'est celle de 92. Il y a une loi en 92 qui, là, explicite que derrière multimédia, on entend aussi tout ce qui est informatique. Donc, les jeux vidéo, les bases de données à l'époque et les progiciels. On dit les progiciels, c'est les logiciels destinés aux professionnels. Et puis après arrive la loi de 2006, qui elle est encore plus extensive, parce que, pour quelle raison? Parce qu'en fait, commence à apparaître le dématérialisé, des choses comme ça, et le législateur français décide d'augmenter encore le spectre en donnant une définition d'ailleurs qui est assez floue, puisqu'elle dit tout signe ou signal émis à destination d'un public français peut relever du dépôt légal. Et finalement, c'est la Bibliothèque nationale qui va décider que tel ou tel objet, bah oui, doit venir enrichir le patrimoine ou pas. Donc, cette loi de 2006, pour répondre à votre question, elle étend encore plus notre possibilité d'aller archiver, par exemple, des sites web, puisque les sites web, c'est ni du logiciel, ni de la base de données, ça tombait ni un jeu vidéo. Donc, voilà, typiquement, ça nous a permis de lancer des opérations d'archivage du web. Mais en l'occurrence, ce n'est pas moi qui m'en occupe, ça c'est un autre département qui a été fondé à la BNF exprès pour ça. Parce qu'évidemment, à mesure que les sites web prennent de plus en plus d'importance et que tout un tas de publications qui pouvaient exister sur papier passent sur Internet, eh ben, il faut être en mesure aussi de les archiver pour des raisons de continuité de nos collections. Totalement. C'est super intéressant ce que vous dites parce que ça m'amène, vous parlez là, tout à l'heure, vous avez dit les objets dématérialisés ou enfin les œuvres dématérialisées. Et vous parlez, vous dites la disparition progressive du support physique comme moyen de mise à disposition constitue un nouveau défi pour la collecte et la conservation de ces œuvres. J'aimerais vous entendre là-dessus. Aussi pour notre public, nos participants, bien comprendre qu'est-ce qui distingue les objets, qu'on pourrait dire les objets matériels et les œuvres dématérialisées. Oui, alors traditionnellement, à la bibliothèque, on a toujours géré des objets physiques. D'abord des livres, et puis des médailles, des costumes de théâtre. Et puis, donc, si on se limite à l'audiovisuel, des disques, des vinyles d'abord, des CD maintenant, des cassettes audio pour ce qui est le son. Pour la vidéo, c'est un peu pareil, des VHS, maintenant des DVD, des Blu-ray. Et pour l'informatique, longtemps, on n'avait que des objets physiques, comme des cartouches de jeux, les supports que j'ai évoqués comme les disquettes, les cassettes, les CD, les disques optiques en général. Et donc, c'était des objets qui étaient souvent d'ailleurs dans des boîtiers avec éventuellement un livret pour aider à l'installation ou autre. C'était des objets physiques. Donc, nous, on était habitués à traiter des objets physiques. On a des magasins de stockage, on sait stocker, on sait restaurer tout ce qui est en papier, carton, plastique, voilà. Et comme vous le savez, au tournant, disons, à la fin des années 90, ou plutôt au début des années 2000, a commencé à arriver ce qu'on appelle la dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les logiciels, la plupart des logiciels sont des logiciels pour des plateformes mobiles, comme des téléphones. Et vous êtes tous bien placés pour savoir que quand vous installez un programme sur un iPhone ou sur un autre téléphone Android, par exemple, on télécharge
un objet numérique qui n'a pas d'existence physique. On ne peut pas aller ranger facilement dans une étagère, etc., comme nous, on savait faire. Alors, en quoi c'est un grand défi? Il faut savoir qu'une des premières difficultés pour réaliser notre mission, c'est d'informer les éditeurs, les créateurs, de l'obligation dans laquelle ils sont de déposer à la Bibliothèque nationale. Ça, c'est donc voilà, moi j'ai des collègues qui font tous les salons, qui vont dans les magasins, la Fnac, enfin tous les endroits où on peut acheter des biens culturels et qui vérifient que tout ce qui est en vente est bien déposé. Et sinon, repèrent les éditeurs et les appellent et leur disent bon, ben, vous n'avez pas déposé tel jeu, tel programme que vous avez sorti. Donc ça, voilà, ça c'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, avec le dématérialisé, c'est plus compliqué parce que d'une part, les éditeurs sont un petit peu plus diffusés dans le monde entier. Ce n'est pas forcément évident de contacter un éditeur japonais pour lui dire bah, ce que vous faites là, qui est vendu par exemple pour la PlayStation sur le site marchand de Sony. C'est destiné à un public français, donc ça devrait être déposé, de par la loi de 2006. C'est pas forcément évident de trouver tous ces opérateurs qui maintenant, voilà, sont pas tous, on va pas tous les trouver à la Fnac. Vous connaissez la Fnac, un grand Oui. supermarché culturel, ou Amazon ou autre chose. Voilà, les circuits de diffusion sont différents. Alors ça, c'est une première complication. Et la deuxième complication, c'est que eh ben, les éditeurs ou les plateformes de diffusion nous donnent des accès privilégiés. On peut aller télécharger les jeux, prenons le cas de la PlayStation. Là, je parle généralement, ce n'est pas propre à l'art numérique, c'est général. Si un programme est sur le Play Store ou comment dire, bah, je disais Sony, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, le PS, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle, le marché de Sony. Ils vont nous dire, bah, on peut vous créer un compte, vous allez pouvoir télécharger les jeux, mais on va pouvoir les télécharger sur une console Sony. Et de cette console, tout est crypté, protégé, on ne peut pas ressortir ce qu'on télécharge pour aller le stocker dans un endroit pérenne et être capable de le diffuser ultérieurement. On est dans un environnement fermé. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, qui fait que ça devient un obstacle pour nous de récupérer d'une part les choses et de les archiver en garantissant qu'on pourra continuer à les consulter dans l'avenir. Et alors, voilà, on a le même problème pour les logiciels, par exemple, qu'on trouve sur l'Apple Store, parce que de la même façon, on peut les récupérer sur un iPad, sur un iPhone, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment nous, on peut l'archiver dans notre système d'archivage? Ça, c'est compliqué. Et c'est paradoxal parce qu'à la fois, on pourrait se dire, oui, mais le bon côté, c'est que des stores, comme celui d'Apple, celui de Google, celui de Sony, Steam, pour les jeux vidéo, il n'y en a pas une quantité infinie. Au contraire, il y a assez peu d'acteurs de cette distribution. Et donc, si on pouvait trouver un accord avec eux, on se dit, bah, ce serait quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si on pouvait dire à monsieur Apple, tous les ans ou 2 fois ou 3 fois par an, vous nous envoyez sur un disque ou en FTP, par exemple, tous les logiciels qui sont sortis pour le public français, ça nous faciliterait la vie. On serait d'une part exhaustif et on n'aurait pas de problème pour les conserver parce qu'on se serait mis d'accord avec Apple pour nous dire bah, vous nous envoyez des choses qui ne sont pas protégées, enfin qu'on peut facilement installer sur nos machines de consultation. Aujourd'hui, ces accords n'existent pas et aujourd'hui, la loi d'AFSI ne permet pas d'ailleurs de demander à ces stores de faire le dépôt parce que la loi française stipule que ce sont les éditeurs, les gens qui font les jeux, qui devraient les déposer. Mais eux, ils nous disent, oui, mais nous, on les met sur l'Apple Store et après, on ne peut pas les récupérer facilement, c'est Apple qui les distribue. Donc, allez voir Apple. Mais Apple nous dit, mais moi, je ne suis pas éditeur. Bon, à part de macOS et de quelques logiciels, je ne suis pas éditeur de la plupart des choses que je vends.
Je suis juste distributeur, donc la loi ne me demande pas à moi de le faire. Donc voilà, ça se renvoie la balle et pour l'instant, nous, on voudrait que la loi évolue pour que les distributeurs, quand les éditeurs ne sont pas en mesure de le faire, que les distributeurs le fassent eux-mêmes. Et là, vous parlez depuis tantôt, dans le fond, de tout ce qui est édition commerciale qui rentre dans le dépôt légal, mais comme vous le dites très clairement dans votre essai, quand on penche quand on va vers le domaine de l'art numérique, souvent, c'est peu ou pas concerné par l'édition commerciale, donc le dépôt légal. Et là, ça encore, ça ajoute d'autres défis. Hein? Voilà, alors là, ça c'est donc un autre cas et maintenant c'est bien parce que excellente transition vers l'art numérique. L'art numérique, on est sur des objets alors qui, pour certains, ont pu faire l'objet d'une édition quand même. Hein. Dans certains cas, il y a eu des CD-ROM qui ont été vendus. Donc, dans ce cas-là, on sait faire. Hein. C'est pour nous, c'est un peu comme n'importe quel CD-ROM informatique. On a des techniques de conservation qu'on pourra expliciter un peu après. Mais il y a également beaucoup de choses qui font l'objet de présentations, de happening hein, ou de choses comme ça. Des artistes qui font on appelle ça des installations avec pas mal de matériel, des fois des projecteurs, des solutions sonores, multicanaux, enfin tout un tas de choses. Et ça, alors ça, c'est quand même concerné par le dépôt légal, mais ça n'a pas fait l'objet d'une édition. C'est concerné parce que ça a été présenté à un public. Et donc, le Code du patrimoine prévoit que ce qui est montré à un public, comme je vous ai dit dans la loi de 2006, c'est tout signe ou signal à destination d'un public. Donc là, on tombe dans ce cas de figure. Et dans ce cas-là, il faut vraiment aller voir les créateurs et voir avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner, qu'est-ce qui est pertinent de conserver. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus artisanal. C'est-à-dire qu'un CD-ROM qu'on trouve dans le commerce, en général, on le met dans son ordinateur et puis après, on est guidé. On nous dit, vous voulez l'installer? Oui, alors cliquez OK, et puis ça s'installe un peu tout seul. Et après, on a un petit raccourci sur le bureau, on le lance et ça marche. Bon, les logiciels faits par les artistes sont pas comme ça. C'est-à-dire que ça a été installé une fois sur un ordinateur. Bon, l'artiste est capable de l'installer sur un autre ordinateur, mais c'est quand même fait un peu à la main. Il n'y a pas forcément de guide d'installation. Ça, c'est la personne qui a fait la chose, qui sait faire, qui sait bricoler, faire en sorte que ça marche. Puis après, une fois que ça marche, on n'y touche plus et on peut aller montrer ça à un public. Donc nous, il faut qu'on fasse un petit peu, dans ces cas-là, la documentation d'installation, en quelque sorte. Donc, en discutant avec le créateur, éventuellement avec l'ingénieur qui a pu l'aider à mettre au point son installation, son programme, et essayer, alors là, c'est presque un peu comme de l'archéologie, parce que souvent, en plus, nous, on arrive des années après. Donc, les artistes, ils ont installé un truc dont on a parlé à l'époque, mais nous, on n'a pas forcément réagi dans l'instant. Et quand on arrive quelques années plus tard, les artistes, ils ne se souviennent plus comment ils avaient fait pour que ça marche. Il fallait brancher la webcam, mais tel port et pas tel autre, ou tel modèle de webcam. Et tout ça, il faut que nous, on documente et on retrouve et qu'on teste jusqu'à ce qu'on arrive à refaire marcher. Et bien sûr, on n'y arrive pas toujours. Est-ce que c'est un peu comme de la restauration d'une œuvre ou Il y a un peu de ça, oui, oui. Hein. Avec aussi des limites infranchissables qui peuvent être que l'installation elle-même pouvait utiliser des équipements qu'on ne peut pas pérenniser. J'ai en mémoire, par exemple, des artistes qui avaient utilisé, par exemple, les panneaux d'affichage. À Paris, on a, j'imagine c'est pareil à Québec, des panneaux d'information avec voilà, le Covid, attention, c'est pas fini, pensez à mettre vos masques, ou la température, ou attention, cet après-midi, coup de vent. Voilà. Et des artistes avaient utilisé ces panneaux pour une espèce d'œuvre textuelle, d'ailleurs, en l'occurrence. Il y avait des bouts d'un roman qui s'affichaient sur les panneaux par moment. Et donc, les gens pouvaient voir un petit bout de roman, etc. Alors là, on est bloqué parce que
En plus, on pouvait interagir en envoyant des SMS. Donc, il y avait à la fois le réseau Internet, mais le réseau GSM, hein, téléphonique, qui était mis en œuvre. Alors, si nous, on doit virtualiser tout ça, c'est vraiment excessivement compliqué, on ne sait pas le faire. Donc, ou d'autres cas auxquels je pense, un autre artiste avait fait une installation avec une espèce de ponton. Et quand on marchait, quand les gens passaient et marchaient sur certaines lattes, c'était des lattes en bois, quand on marchait sur certaines lattes, ça déclenchait alors une diffusion vidéo, une diffusion sonore ou des spots ou des choses comme ça. Bah, tout ça, c'est difficile, c'est très difficile d'en rendre compte uniquement avec un ordinateur. Donc ça, c'est aussi une des limites qu'on a. C'est, en tout cas, pour rejouer des œuvres, bah, il faut quand même que ce soit sur des machines un peu standards, hein, soit un Mac, soit un PC, mais un environnement assez standard. Or, les artistes, ils aiment bien bricoler, des fois ouvrir le capot, aller souder des choses. Alors ça, bah, là, on n'est plus du tout standard. Et donc, voilà, la restriction, c'est ça. C'est quelque chose qui marcherait sur un PC Windows 98, Windows XP, mais normal, hein, avec pas trop de périphériques exotiques. Ça, on doit pouvoir y arriver. Mais dès qu'on va utiliser des choses beaucoup plus exotiques, là, c'est plus difficile de garantir. Alors, dans ce cas-là, on a une autre stratégie qui va consister à témoigner, hein, c'est-à-dire récupérer toute la documentation, des séquences filmées, des choses comme ça, pour rendre compte de l'œuvre, mais on ne pourra pas en restituer l'interactivité. Vous touchez un point important. Ça touche aussi une partie là, de votre essai où vous parlez de Céline Thomas, si je ne me trompe pas, Oui. qui a fait une thèse, puis qui a développé, dans le fond, un ensemble de métadonnées sous forme de graphes arborescents. Ça m'intrigue très, très, très. Ça m'intrigue beaucoup. Il va falloir qu'on s'en reparle, d'ailleurs, à quoi ça ressemble, ce graphe arborescent. Mais avant qu'on en vienne là, j'aimerais beaucoup, vu que l'essai, vraiment le cœur de l'essai, c'est la stratégie adoptée par la BNF pour préserver l'art numérique. J'aimerais qu'on revienne sur les grandes lignes de cette stratégie et de voir aussi d'expliquer pourquoi la BNF a opté pour celle-ci. Alors, la stratégie que nous mettons en œuvre, elle est générale. Elle n'est pas spécifique à l'art numérique, elle est générale à tous ces objets informatiques. Le constat qu'on a fait, de par l'antériorité aussi, hein, cette réflexion, elle a été permise parce qu'on avait commencé. Alors, peut-être je vais faire juste un tout petit détour. Je vous ai dit, la loi importante, c'est celle de 92, parce que c'est vraiment celle qui reconnaît le jeu vidéo et les programmes informatiques, pour faire simple, comme relevant du dépôt légal. Mais comme je vous ai dit, il y avait la loi de 70, qui n'est pas de 70, peut-être de 75, je ne me souviens plus quelle année précisément, qui qui introduisait l'idée du multimédia. Et cette loi a quand même été intéressante parce que dans le courant des années 80, c'est là qu'est apparue vraiment l'informatique domestique, les micro-ordinateurs. Donc à l'époque, les grands noms, c'est le Commodore 64, l'Amstrad CPC, l'Apple II, l'Amiga, le Thomson, qui était plus français, TO7, MO5, bon, puis d'autres, hein, Auric, enfin, il y en a eu beaucoup, ZX 81. Donc tout ça apparaît dans les années 80. Et à ce moment-là, au milieu des années 80, apparaissent des périodiques, des journaux qui commencent sur le thème de l'informatique, qui commencent à donner des supports, des disquettes. On a une revue, par exemple, qui s'appelle Tilt, milieu des années 80, qui commercialise une revue avec une disquette. Et ça, quand ça arrive à la BNF, puisque revues, journaux, tout ça, BNF, dépôt légal, ça arrive chez mes collègues de l'imprimé, comme on dit, hein, les documents papier, et ils disaient, oui, mais il y a une disquette. Ça, c'est du multimédia, on n'en veut pas, on ne sait pas faire, hein, la disquette, c'est compliqué. Donc, c'est comme ça qu'on commence, les premiers logiciels informatiques, en fait, pratiquement les plus anciens qu'on ait, c'est comme ça. C'est grâce à ces périodes. Et puis après arrive la loi de 92. Alors à partir de 92, tout ce qui sort en principe pour PC et Mac, parce qu'à partir de 92-93, en fait, toutes les vieilles machines dont j'ai parlé sont un peu périmées et il n'y a plus que le PC et le Mac qui dominent. Donc là, commence à y avoir de l'édition, essentiellement des CD-ROM.
y compris d'art un petit peu, mais voilà, des CD-ROM comme des encyclopédies, le Louvre virtuel, enfin des choses comme ça, qui culturellement parlent à mes collègues bibliothécaires, plus que Mario Kart, hein, évidemment. Le Louvre en visite virtuelle, là, oui, on est dans la culture, il n'y a pas de souci. Mais je me suis un peu dispersé. Pour revenir, donc avant 92, on a quand même et alors, après, quand il y a eu la loi de 92, je vous dis, on reçoit essentiellement du Mac, du PC, et puis toutes les consoles de jeux qui apparaissent à ce moment-là, hein, chez Nintendo, Sega et autres. Mais du coup, on se dit, oui, mais puisque la loi existe, il serait intéressant de récupérer des choses qui n'étaient pas concernées par le dépôt légal, hein, ces choses des années 80 pour ces ordinateurs que certains ont connus, comme l'Apple II, l'Amiga et autres. Ces documents ont existé. On a des gens qui sont prêts à nous les donner parce qu'ils sont des collectionneurs hein, qui ont vu que nous, on savait faire la conservation de l'informatique, donc ils nous ont donné des choses. On a acheté aussi des lots de jeux vidéo, par exemple, pour l'Atari ST, pour des choses comme ça. Et donc, on a pu, comme ça, avoir une collection. Aujourd'hui, on a une collection qui va vraiment de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, et qui est quand même assez représentative et qui est probablement unique au monde, à mon avis, en termes de diversité. Et alors, c'est là que j'arrive à votre question. Notre stratégie, elle est née à ce moment-là, en se disant, bon, au début des années 2000, on n'a plus que des PC et des Mac, mais on a tous ces logiciels et on a même les machines des années 80. Et comment on peut conserver tout ça? Et c'est là qu'est apparue la solution, c'est on va virtualiser. On va virtualiser à la fois les supports, c'est-à-dire les disquettes, les cassettes, les cartouches, et en l'espèce virtualiser, dans ces cas-là, ça veut dire relire tous les 0 et les 1 qui sont sur ces différents supports, en faire un fichier, et ce fichier informatique, celui-là, on va savoir le conserver, parce qu'on sait conserver les fichiers informatiques. C'est comme une image, hein, vous appelez ça dans voilà, votre on fait idée des comme une images, image. ce qu'on appelle une image d'une disquette, d'une cartouche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de comment on fait pour le faire, mais on sait faire. Et une fois qu'on a un fichier informatique, ben ça, c'est de la conservation de fichiers informatiques. C'est quelque chose qu'en informatique d'aujourd'hui, on sait faire. Nous, on utilise des bandes magnétiques avec une robotique qui nous permet de stocker des grandes quantités de données. On a plusieurs pétaoctets de stockage ici à la BNF. Donc, Combien environ, juste par curiosité, est-ce que vous avez des on a, statistiques? on a 4 pétaoctets de données et on a une capacité qui doit être à peu près du double. Un pétaoctet, pour rappeler, c'est 1000 téraoctets qui eux-mêmes sont 1000 gigaoctets. Donc 1 million de gigaoctets, un péta. Et donc on en a 4 et voilà, on est en capacité, c'est comme on dit, c'est scalable, c'est extensible à mesure qu'on a des besoins. Donc ça, c'est quelque chose d'informatique classique voilà, qui est maîtrisé. Donc ça, c'est la partie sauvegarde des supports. Pourquoi on sauvegarde les supports? Parce que les supports magnétiques, que ce soit les disquettes ou les cassettes ou les supports optiques, sont des supports très fragiles. Nous, on a l'expérience du papier, évidemment. Depuis 500 ans, on sauvegarde du papier. Et des manuscrits d'il y a 500 ans ou plus sont parfaitement consultables. Bon, il faut les garder dans des bonnes conditions, hein, température constante, hygrométrie constante. Mais voilà, on peut très facilement y accéder. Et quand un chercheur vient et veut voir une vieille Bible écrite à la main au XIIIe siècle, on peut lui donner l'objet. On va lui dire, attention, il faut mettre des gants, il ne faut pas déchirer les pages. Mais bon, voilà, et c'est très facile finalement à consulter. Ces objets-là, ils sont beaucoup plus fragiles. Ils ont une durée de vie qui se compte en quelques dizaines d'années. Une disquette, moi je lis encore des disquettes des années 80. Les petites disquettes, les 3,5, ça se lit encore assez bien. Les disquettes 5 1/4, elles ont mal vieilli, c'est très difficile de récupérer les données dessus. Donc on s'est dit, voilà, première chose, sauvegarder les supports, sinon ça ne sert à rien. Si on n'est pas capable de relire un support dans 10-20 ans, bon, ben, ça perd quand même de son intérêt. Donc on a les supports qui vieillissent, on a un autre souci qui est les lecteurs de supports. Un lecteur de disquette, aujourd'hui, on en trouve encore, mais enfin, dans 10 ans, dans 20 ans, on n'en trouvera peut-être plus. Donc, il était tant qu'on a les lecteurs à disposition, de s'en servir pour relire donc, tous nos supports et les archiver. Une fois qu'on a archivé nos supports,
c'est bien, mais ces supports, si on prend un cas simple, par exemple une console de jeu comme la première Nintendo, la NES, on a numérisé la cartouche, les données qui étaient sur la cartouche de jeu. Mais après, on a besoin d'une NES pour jouer avec cette cartouche. Et puis en plus, cette cartouche, on va dire, on l'a plus, puisqu'on a mis les données qui étaient dessus dans un fichier. Alors ce fichier-là, le mettre dans une NES, c'est pas simple. On pourrait refaire une cartouche à la limite. Mais ça, on ne sait pas le faire. Et puis, ça n'aurait un intérêt que limité, puisqu'on referait un objet avec une durée de vie courte. On pourrait refaire plus facilement une disquette ou un CD. Mais pareil, ce n'est pas trop la stratégie qu'on emploie, parce qu'on sait très bien que de toute façon, cette console NES, et pareil, si je prends le cas de vieux ordinateurs, l'Atari ST, bon, bah, il marche encore, on a des Atari ST, on a des Apple II, on a des Commodore 64, des Amiga, mais on sait très bien que dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, ça ne marchera plus. Donc, il a fallu aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place de ces machines d'origine. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait une technologie qui s'appelle l'émulation, qui consiste en fait à créer un logiciel qui va fonctionner sur une machine d'aujourd'hui, par exemple un PC avec Windows 10, et ce logiciel, lui, comprend le langage de la machine qu'on veut émuler. Si je veux émuler une NES ou un Atari ST, eh ben, on va faire un programme qui comprend le langage de l'Atari ST et qui va être capable, sur un PC d'aujourd'hui, de faire tous les traitements algorithmiques, informatiques, de traiter ce que faisait le langage, de répondre aux interactions en utilisant un clavier d'aujourd'hui. On va pouvoir taper des touches comme on le faisait sur l'Atari ST. Sur l'écran d'aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir une fenêtre avec le contenu de ce qui sera affiché par l'Atari ST. Et donc, comme ça, on se dispense complètement du support et de la machine d'origine. Et l'idée, c'est celle-là. C'est en ça qu'on virtualise toute la chaîne d'accès, on va dire, à ces documents. Est-ce que vous avez un exemple? Pourriez-vous nous montrer un exemple d'une œuvre en émulation? Ça serait, Tout à fait. Alors là, j'avais justement préparé une œuvre de Philippe Boots. Alors, pour vous dire, c'est une disquette qui a été déposée à la BNF au début des années 90, une revue qui s'appelait À lire. Donc, j'ai juste une disquette, moi. Et cette disquette, je l'ai copiée, j'en ai fait une image. Et puis, derrière, comme cette disquette contenait un programme qui marchait à l'époque sur DOS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Microsoft DOS, c'est ce qui a précédé les premiers environnements en fenêtre. Aujourd'hui, on est familier des fenêtres, évidemment. Hein, on achète un Mac ou un PC, on a des fenêtres un peu partout et on clique. Mais il y a 40 ans, ce n'était pas comme ça. Il fallait taper des commandes. Et donc, l'un des premiers environnements où on tapait des commandes pour lancer des programmes, pour déplacer des fichiers, des choses comme ça, s'appelait le DOS. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un émulateur de DOS, hein, donc qui simule un PC avec un DOS, un Microsoft DOS installé, et dans laquelle on a introduit cette disquette virtuelle. Et tout ça sur ma machine d'aujourd'hui, qui est sur Windows 7, vous allez voir qu'on y accède. Alors, je vais essayer de le lancer et de faire un partage d'écran pour que vous voyez. Expérimental, c'est possible qu'il y ait des, des lags. Exactement. Alors, il faut que je trouve où il est pour le partage. Est-ce que c'est ça? Non. Si, c'est ça, vous voyez? Oui, on voit DOS. Voilà. On voit une boîte DOS actuellement. Ah, vous voyez une boîte d'os, vous ne voyez pas le… Alors, Non, attends, on ne voit pas l'œuvre. c'est pas la bonne. Attendez, je me suis trompé. C'est Boots qui est La quand voilà. même un incontournable. Voilà. Ah Donc, ouais, voilà, ça fonctionne. malheureusement, avec Zoom, je n'ai pas pu être assez rapide pour vous montrer le démarrage de cette machine virtuelle, mais ce que vous voyez là, c'est une petite fenêtre. Alors, sur mon écran, elle prend, on va dire, 1/10 de l'écran, parce qu'à l'époque, on avait des affichages qui étaient en petite résolution. Hein. Là, c'est du, je ne sais pas, peut-être 400 points sur 600. Et moi, j'ai un écran, comme tout le monde, de 2000 sur je ne sais pas combien. Donc, voilà.
si on lançait le PC à l'époque et qu'on avait mis la disquette et qu'on tapait la commande, alors il fallait taper à 2 points pour aller sur la disquette, et puis après il fallait lancer un petit programme de démarrage, et hop, on arrivait à cette fenêtre qui nous donne alors quelques informations. Vous voyez que c'est une revue animée, d'écrits de sources électroniques. Le numéro 1 de la revue, mars 89. Et après, je ne sais pas pourquoi il y a décembre 94, c'est peut-être le moment où la revue a été éditée avec ses contenus. Et puis sur la droite, vous avez le sommaire avec 6 œuvres. Donc la première, c'est Amour de Philippe Boots avec Tibor Pape. Et puis, bon, vous voyez le titre des autres. Et là, si je tape 1 sur mon clavier, il faut bien que je sélectionne la fenêtre, si je tape 1, voilà, hop, ça me lance la première œuvre, Amour, poème évolutionnaire, 77-88. Alors, ça va un petit peu vite. Et puis, vous voyez que eh ben, c'est exactement ce qu'on aurait vu il y a 30 ans sur un PC. On voit l'œuvre qui se déroule. Alors, moi, je suis pas... c'est pas mon métier de parler de l'œuvre de C'est quand l'aspect. même incroyable pour l'époque. En tout cas, je ne sais pas si Simon est d'accord avec moi, là, mais pour cette époque-là, franchement, c'est assez impressionnant. On dirait quasiment du genre de précurseur de Flash, là, tu sais. Ah Puis bah ça oui. n'existait pas du tout, là, je veux dire, c'est assez incroyable. Ça, c'est avant Director, c'est avant Flash. Je sais que Ouais. Philippe Booth a beaucoup travaillé avec Director en particulier. Et là, c'est avant tout ça, puisque ces outils-là n'existaient pas. Mais non, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Puis là, si on n'avait pas eu le travail de virtualisation et d'émulation, mais ce serait extrêmement compliqué de visionner, d'accéder à cette œuvre-là, là. Exactement. C'est-à-dire que alors, Microsoft a fait en sorte de garder quand même le DOS accessible. Je crois qu'ils l'ont peut-être enlevé là, dans la toute dernière version, mais jusqu'à Windows 7, je suis sûr. Mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Avec le DOS d'aujourd'hui, ce programme-là ne marche pas. Donc, on est vraiment obligé de se remettre dans le contexte des débuts 90 pour la faire fonctionner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à le faire et que le programme qu'on utilise, bah, c'est un programme qui est open source. Donc, on peut être raisonnablement confiant. Donc, il s'appelle DOSBox. Hein, il est assez connu par les gens qui aiment bien les œuvres ou les programmes ou les jeux vidéo de cette époque-là, parce que c'est un programme qui marche très, très bien et pour lequel on a le code source. Ce qui veut dire que quand il y aura des nouvelles versions de Windows et peut-être demain des nouvelles architectures d'informatique, peut-être un ordinateur quantique, on parle de l'ordinateur quantique aujourd'hui. Bon, bah, si dans 10 ans, dans 20 ans, on est tous avec des ordinateurs quantiques, on peut imaginer que bah, les Windows ou les programmes d'aujourd'hui ne marcheront pas. Et donc, il faudra ce genre de logiciel pour continuer à accéder aux programmes de cette époque-là. Super intéressant. Là, on parle des avantages depuis tout à l'heure de la stratégie. On est bien conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, mais vous abordez également dans votre essai qu'il y a énormément de limites Oui. et qu'il y a aussi des inconvénients, des choses qui vous échappent avec cette stratégie-là. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Oui. Oui? Alors, bah, y a plus. Alors, j'en ai déjà un peu parlé. Hein. C'est d'une part le fait que parfois, et même assez souvent, les œuvres d'art ne se contentent pas d'un programme sur un ordinateur standard. On va avoir tous les cas d'installation que j'ai mentionnés tout à l'heure, hein, où là, on est un peu coincé, puisque il faudrait être capable d'émuler, comme j'ai dit, par exemple, le réseau GSM pour pouvoir envoyer des SMS, le cas que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est une des premières limites. Une autre limite, elle est assez facile à comprendre, c'est le cas de choses qui nécessitent des connexions à Internet sur des serveurs. Moi, j'ai en tête le cas de Second Life. Oh, Je ne sais pas si vous vous rappelez de Second Life, je ne sais même ouais. pas si ça existe encore, mais enfin, à une époque, on parlait tous de Second Life, et on a un artiste que vous connaissez probablement qui est Fred Forrest, hein, peut-être, je ne sais pas s'il est Ça me connu. sonne quelque chose, oui.
le nom est connu. Ah, bon, il est pas, lui, c'est pas tellement la littérature numérique, hein, son domaine. Mais il a créé donc, il s'est emparé un peu de cette plateforme Second Life et il a créé des espaces dans Second Life. Et il aurait voulu, il est venu, enfin, on est en dialogue avec lui pour le dépôt de ses œuvres, et il nous a dit, bah, ça, ce serait intéressant de le récupérer. Oui, mais le problème, c'est que c'est sur un serveur qui n'est même pas en France, Second Life, et sur lequel on ne peut pas demander le dépôt légal, d'une part, et quand bien même l'éditeur de Second Life serait d'accord, bah, c'est quand même très très lourd techniquement de garder un Second Life à l'intérieur de la BNF. Un cas peut-être encore plus facile à comprendre, c'est le cas des jeux vidéo qui se jouent en ligne maintenant, ce qu'on appelle les MMO, c'est-à-dire les jeux massivement parallèles, le plus connu étant World of Warcraft. World of Warcraft, nous, on a le logiciel. On peut montrer à un lecteur qui viendrait à la BNF, lui installer sur un PC et il va jouer à World of Warcraft. Seulement, l'intérêt de World of Warcraft, c'est de jouer avec d'autres joueurs qui sont aux quatre coins du monde. Et ça, on ne peut pas donner accès à cette expérience. Et puis, dans 10 ans, dans 20 ans, quand le serveur aura fermé parce que voilà, on sera passé à autre chose, eh ben, on ne pourra pas donner accès à ça. Donc ça, Non, c'est des limites techniques assez faciles à comprendre. Et après, d'autres choses qui concernent plus l'art numérique, bah, ça va être d'une part, donc, comme j'ai dit, les périphériques un peu exotiques qui n'existeront peut-être pas dans l'avenir. J'ai en mémoire le cas d'œuvres qui utilisent des webcams, mais les programmeurs ont fait en sorte que certaines webcams uniquement fonctionnent. Et dans 10 ans, dans 20 ans, bah, j'aurai toujours peut-être des webcams, mais pas ce modèle-là. Il ne marchera plus. Et dans ce cas-là, bah, il faudrait aller retoucher le programme informatique. Et là, pour le coup, ça dépasse nos compétences. On est, pour vous dire, dans mon service, 2 ingénieurs avec beaucoup, beaucoup de sujets, hein, le dépôt légal, mais aussi beaucoup de sujets liés à la valorisation, ce qu'on appelle la valorisation, c'est-à-dire la mise en valeur de nos collections via des expositions, via des choses comme ça. Et aller corriger des programmes informatiques déposés, là, pour le coup, ça dépasse nos capacités, en fait. c'est Donc, correct. c'est pour ça qu'on n'exclut pas, et ça je l'avais un peu évoqué tout à l'heure, le fait de récupérer de la littérature grise sur les œuvres qui montrerait, qui témoignerait de ce qu'on voyait hein, quand on consultait ces œuvres, mais sans forcément avoir la possibilité à l'avenir de les voir et de les donner en accès avec l'interactivité. Voilà. Ah, c'est déjà beaucoup quand même. C'est pour une question d'archivage et de mémoire. Cet aspect-là de description est fondamental. Bah oui, on se dit que c'est mieux que rien de toute manière, mais ce n'est pas complètement satisfaisant non plus, donc bon, c'est un peu frustrant quand même. J'imagine aussi que là, vous en aviez parlé au tout début, mais tout ce qui concerne les œuvres d'art numérique ou que c'est davantage des installations, là, c'est encore, c'est Bah, encore plus compliqué. Hein. c'est très compliqué, ouais, ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler, parce que vous parlez dans votre essai qu'il y a une bonne part de votre travail qui consiste à sensibiliser les acteurs du domaine et de les accompagner pour réaliser un dépôt légal, puis aussi vous donnez des colloques, des interventions sur ce thème depuis 20 ans. Alors, on voit que la BNF est très, très, très investie là-dedans. Donc, comment ça se passe sur le terrain? Ce travail-là d'approcher les artistes et de les conscientiser, les sensibiliser. Alors voilà, l'enjeu, c'est après tout ce que je vous ai dit, si vraiment on s'intéresse à l'art numérique, comme je vous ai dit, c'est essentiellement des œuvres qui ne sont pas commercialisées. C'est des œuvres qui sont montrées, exposées, mais pas commercialisées. Et ce que j'avais indiqué, c'est que du coup, nous, quand on rencontre ce genre de déposants, on travaille avec eux pour retrouver dans leur mémoire, dans leurs archives, un peu quels étaient les ingrédients, la bonne configuration de la machine qui permettait de jouer l'œuvre, hein, pour le documenter et pour être capable de restituer cet environnement en mode virtuel.
Donc, c'est l'occasion quand on rencontre ces artistes. Et puis, plus généralement, on fait aussi des manifestations à la BNF où moi, j'ai fait des interventions, par exemple, aux Arts décoratifs de Strasbourg, pour expliquer la difficulté qu'entraîne cette volonté de pérenniser, de conserver. Et donc, c'est l'occasion d'expliquer aux artistes et aux créateurs en général quelles sont les informations dont on aura besoin à l'avenir pour garder l'accès et pour restituer en mode virtuel les environnements qu'ils ont utilisés. Donc, c'est ça, c'est de la pédagogie, c'est de leur dire, voilà, évidemment, la dernière œuvre que vous avez faite, vous l'avez faite comme ça, un peu sur un coin de table, avec les moyens du bord, sans forcément documenter. On sait comment ça se passe en informatique, hein, on est informaticiens nous aussi. C'est-à-dire que souvent, il faudrait faire de la documentation sur ce qu'on fait, mais on essaye tellement de combinaisons de choses qu'on ne note pas forcément tous les essais qu'on a faits. Et souvent, moi-même, hein, ça peut m'arriver, une fois que la chose marche, hop, on n'y touche plus, on le conserve, on met ça sur une clé USB, sur un disque, on n'y touche plus, mais on sait que ça marche et on le conserve comme on peut. Mais voilà, on n'a pas fait cet effort de documentation qui pourrait servir à l'avenir. Si on veut, si on change de PC, oui, il faut réinstaller un certain nombre de composants informatiques qu'on a pu utiliser dans le cas de Director. Donc, on a tout un tas de composants logiciels qui peuvent intervenir. Longtemps, c'était QuickTime. QuickTime, quand vous installiez un CD-ROM, toujours, ça vous installait QuickTime. Mais les versions de QuickTime n'étaient pas compatibles entre elles. Il fallait avoir la bonne version de QuickTime pour que la vidéo, etc., ça fonctionne bien. Et tout ça, on leur apprend l'intérêt et aussi un peu les techniques pour les documenter, hein, pour que le jour où ils voudront déposer ces œuvres-là, on ait un petit peu plus qu'une disquette, mais aussi un peu d'informations sur la configuration nécessaire et autres. Donc voilà, ça fait partie de notre rôle, disons, didactique vis-à-vis de ces communautés de créateurs, de leur dire de quoi la BNF aura besoin, et même eux pourraient en avoir besoin. Moi, je pense à une autre chose qui s'approche assez pas de la littérature numérique, mais quand même d'un volet artistique, c'est on a vu apparaître, j'imagine au Canada aussi, beaucoup de webdocs, des web documentaires, donc qui sont des sites web faits souvent par des artistes ou au moins des créateurs audiovisuels avec quelque chose d'un peu multimédia, des vidéos, des parcours, des choses qu'on clique. Bref, c'est quand même de la technologie web, mais quand même souvent assez particulière. Les gens qui font ça ont pour volonté de l'héberger après sur un site web pour que ce soit accessible dans le monde entier. Bon, très bien. Donc ça, ils arrivent à le faire. Mais nous, on leur dit, oui, mais votre site web, il est compliqué, ce n'est pas quelque chose qu'on archive facilement. Je vous ai dit, on a un département qui archive des sites web, mais bon, qui fait ça quand même de manière un peu rudimentaire, qui n'est pas capable d'aller chercher des choses qui seraient dans une base de données, par exemple. Il y a beaucoup de sites web qui utilisent des bases de données. Nous, on ne peut pas. Nous, on se contente de surfer sur Internet. On indique l'adresse d'un site, par exemple, je vais prendre Le Monde, lemonde.fr. Bon, on a un robot qui va aller lire tous les liens qu'il y a dans la page et puis qui va ouvrir les pages liées et les aspirer. Mais ça ne permet pas d'aspirer toute la base de données des articles du site Le Monde ou n'importe quel journal. Les web documentaires, c'est un peu pareil. On a de la vidéo, mais la vidéo elle peut être hébergée sur YouTube ou ailleurs. Et nous, quand on voit un site web, on a l'impression que tout est au même endroit, sur un même serveur. En réalité, non. Internet permet ça, d'avoir des choses. Les sons vont être hébergés quelque part sur un serveur X, les vidéos sur un serveur Y, les textes, les images sur un troisième serveur. Donc, tout ça fait des objets assez complexes. Et donc, quand on voit les créateurs, on leur dit votre site web, il marche très bien, mais vous auriez dû penser, au moment où vous l'avez fait, à faire une version offline, c'est-à-dire une version que vous pourrez avoir sur votre portable, parce que quand vous allez montrer votre truc aux quatre coins du monde, vous n'avez pas forcément de l'Internet, ou alors avec le bon débit, c'est pas mal d'avoir une version offline, c'est-à-dire une version qui ne dépend pas d'Internet.
Et donc, pensez à l'avenir à faire ce genre de version, parce que celle-là, vous pouvez les déposer à la BNF, et ça, on sait conserver. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme une appli multimédia, donc ça, on sait faire. Mais un site web avec, je vous dis, des connexions un peu sur différents sites, et puis demain, YouTube va changer de nom, etc., ben, ça ne marchera plus. Et là, on sera coincé. Il faudra aller revoir tout le code informatique qu'il y a derrière, et ça, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est en ça qu'on essaye de sensibiliser les créateurs. Super intéressant. Est-ce que vous pouvez départager votre écran? Comme ça, on va mieux vous Ah oui, voir. vous ne voyez pas, là, ou alors je relance une œuvre, mais non, je vais plutôt… Ah, c'est comme vous voulez. Ok, voilà. Simon avait une question. Oh, Simon, je pense que… Oui, je sais, oui. Quand on commence à… en fait, c'est un commentaire général, donc parce qu'on a abordé, comment je dirais, le sujet est tellement vaste et puis le défi que vous avez à relever est tellement immense. Et puis donc, vous avez abordé différentes réalités numériques qui remontent aux années 70 et 80. La situation a tellement évolué durant cette période. On a évoqué, en parlant d'art numérique, on a évoqué du travail qui est de l'ordre de l'installation. Donc, il y a eu énormément d'hybridation parce qu'une des choses que les technologies numériques ont permises, c'est l'hybridation des pratiques. Et donc, on a eu de l'hybridation entre de l'art numérique, si jamais le terme veut dire quelque chose, et les arts vivants. Et donc, est-ce que vous conservez les arts vivants? Alors, les arts vivants, Comme le c'est-à-dire, théâtre, ouais, c'est ça, là, c'est pas… on ne le conserve pas directement. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a plusieurs choses. Hein. Une pièce de théâtre, bon, elle va être éditée en papier, donc ça va tomber dans un certain département de la BNF. Oui, mais vous n'archivez pas la mise en scène. Mais voilà, les mises en Ouais, scène, elles ne relèvent pas du dépôt légal. Alors, heureusement, il y a des captations vidéo. Donc ça, les captations c'est vidéo, ça. là, pour le coup, ça va tomber dans mon département, à l'audiovisuel, parce que sous Oui, forme de oui. film, etc. Mais non, vous avez raison, la bonne question. Et moi, je m'étais posé la question, d'ailleurs, pas tant pour les mises en scène de théâtre que pour la danse. Mhm. Comment est-ce qu'on… quelle est l'écriture, quelle est la partition, quel est le langage qui permet d'archiver un ballet, une chorégraphie? Ça, personnellement, je l'ignore. Mais on est parti de cette idée, hein, en se disant, il y a besoin d'un langage, d'un formalisme pour décrire tout cet art numérique. Et c'est là qu'est intervenue la thèse de Céline Thomas, qui est une thèse assez épaisse, hein, je dois la voir sur mon bureau quelque part, je n'ai pas fini de la lire parce que c'est très pointu. Et c'est elle qui a inventé donc un formalisme sous forme de graphe, hein, c'est ce que j'évoque, mais je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce formalisme, il est très complexe, il voulait un peu embrasser toute la complexité, hein, c'est-à-dire pouvoir décrire par exemple les intentionnalités, hein, derrière les œuvres. L'artiste, bon, ben, hein, dans de la littérature numérique, autogénérative, on a beaucoup de générateurs de textes, ben, derrière il y a des algorithmes, hein, il y a des intentions. Hein. Et ça, c'était intéressant d'être capable de le décrire, d'avoir un formaliste pour le décrire. De même, on voudrait un formaliste pour décrire toutes les formes d'installation possibles. Il y a un projecteur, il y a du son qui arrive de la droite, de la gauche, on est dans le noir, il y a des lumières, etc. Il y a un ponton, il y a, je vous parlais tout à l'heure, où il y a des affichages sur des panneaux d'affichage public. Tout ça, il faut pouvoir le décrire de manière un peu rationnelle pour derrière être capable de faire des familles d'œuvres ou Ouais. des choses comme ça. Et donc voilà, ça c'est un travail de recherche donc, qui a été fait, mais qui est un travail très théorique. Et aujourd'hui, on aimerait en tirer une déclinaison un peu concrète et pratique, avec quelques cas d'espèces, voire éprouver ce modèle avec quelques cas d'école. Et pour l'instant, ben, ça n'a pas été fait, mais ça fait partie de la suite du projet dans lequel on est, la Eurartech. On a 2 stagiaires qui arrivent Ah, ouais. dans le courant du mois et qui vont travailler un peu là-dessus. Mais vous avez raison d'évoquer la danse parce que
entre une œuvre d'art installative in situ, comme c'était le cas des panneaux à Paris, par exemple, et un spectacle de danse, ben, il y a quelque chose dans l'éphémérité, dans le fait de devoir être là dans l'instant de la représentation, etc., en fait, c'est plus proche, presque, j'ai envie de dire, de l'art vivant que de l'œuvre numérique, comme la revue que vous nous avez montrée par ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Jacques Dongui à Bruxelles il y a quelques années, donc qui est comment je dirais, un des pères presque de la littérature numérique, qui en a fait sur TRS 80 et les machines de cette époque-là, puis je pense qu'il est un militant de la pérennisation de ces œuvres-là à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. Ah oui, 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 oui. On se connaît bien. Oui, hein, c'est ça, je me disais. Et donc, j'ai assisté à une de ces conférences, et puis évidemment, ben, ces œuvres qui ressemblent un peu aux œuvres que nous avez montrées. Alors, on est vraiment entre un début d'hybridation entre ce qu'on peut faire avec l'ordinateur et ce que Apollinaire, chez vous, ou Paul-Marie Lapointe, chez nous, avait fait en termes d'expérimentation typographique. Donc, c'est des œuvres typographiques qu'on anime, etc. Et puis, il y a eu plein de propositions artistiques, numériques, littéraires, dont il me semble les plus audacieuses dataient peut-être des années 80-90, avec un essoufflement au début des années 2010, où là, tout à coup, une œuvre numérique, littéraire numérique, ça s'est un peu déplacé vers les réseaux sociaux. Et là, il y a le cas Warcraft en littérature qui apparaît, où il y a des œuvres qui se développent sur des réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter. Il y a eu un petit mouvement de Twitterature à un moment donné, etc. Et là, tout à coup, le mot numérique prend un sens complètement différent. Et puis, le problème, en tout cas, de la mise en réseau, il y a ce côté d'instantanéité, de mondialisation, on ne sait pas où se trouve le serveur, etc. Et donc, ça se transforme constamment. Et puis, je ne peux pas ne pas penser à Michel Serres, qu'on a un peu côtoyé dans le cadre de notre projet Place et Posture. Muriel Lehmann, qui est un des écrivains de la collection d'essais dont vous faites partie, de la virtualité, nous l'a présenté. Et puis, dans deux de ses conférences où l'analyse, le mot adresse, le mot adresse a changé de sens. Il y a le mot... donc, si je dis mon adresse, c'est 534 rue Saint-Olivier, ça définit un espace cartésien, géographique, etc. Mais l'adresse aussi, c'est aussi simondumas@gmail.com. Et là, on change d'espace. Qu'est-ce que ça change quand on change d'espace? Ça change tout. Et donc, je ne vois pas comment on va éviter de devoir repenser complètement la façon qu'on va témoigner de l'époque présente. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je n'ai pas forcément les réponses. Non, oui, là c'est comme du sable qui nous passe entre les doigts. On va pas garder grand-chose. Donc, il y a une vraie réflexion à mener sur qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut garder. Mais là-dessus, comme vous dites, on est sur un terrain en pleine évolution permanente. Donc, c'est pas évident de dire aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, à part, voilà, on se dit, nous, on a vraiment le cas pour les jeux vidéo. Il va falloir filmer des gens en train de jouer aux jeux vidéo. Il n'y a pas le choix parce que faute de mieux, sinon, on n'est pas sûr d'être capable de remontrer en interactif ces choses-là. Donc là, pour toutes les créations dont on parle là, sur Twitter, oui, ça, je ne sais pas trop, à part filmer le fil Twitter à mesure qu'il se déroule, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que vraiment c'est pertinent? On se dit que faute de mieux, oui, c'est quand même un témoignage, c'est une trace. Et on est loin de ce qu'on voudrait. Ouais, c'est comme une pièce de théâtre filmée, finalement. C'est pas la même expérience. Filmer, c'est pas mal. Oui.
Puis sauvegarder de la vidéo, on sait faire. C'est des choses, il y a des standards, on est sur des choses très carrées finalement. Mais bon, un gros effort de le faire aussi. Sinon, dans le cadre de nos échanges encore, parce que oui, avant la pandémie, on a eu des échanges en personne avec un groupe d'artistes, d'éditeurs, de producteurs. Je parle du projet Place et Posture de la littérature en ligne. Des jeunes poètes qui faisaient partie du groupe disaient ben moi, ça ne m'intéresse pas de laisser une trace pour toujours. L'œuvre que je fais sur les réseaux sociaux, elle n'est pas faite pour être pérenne. Elle est faite pour disparaître. Alors là, c'est un changement de cap. Avant, je n'ai pas eu connaissance d'artistes qui souhaitaient faire une œuvre éphémère, à part peut-être des artistes de la performance ou des œuvres d'art in situ ou les arts vivants, mais en littérature, de dire, moi, mon œuvre est faite pour être éphémère, c'est assez nouveau, j'ai l'impression. Oui, puis même des gens qui ne sont pas si jeunes, mais je pense à Alexandra Salmer aussi qui avait évoqué ça, qui avait des œuvres qu'elle avait faites qui étaient carrément vouées à disparaître. Après, ça, c'est un débat, je dirais, qui doit dater au moins de la naissance de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un concert de musique, c'est fait pour être vécu et qu'une fois filmé ou enregistré, des gens qui trouvent débile d'acheter un CD live parce que c'est tellement restrictif par rapport à l'expérience initiale que... Moi, je connais des artistes en particulier qui sont contre le fait de filmer ou d'enregistrer leur performance parce que pour eux, c'est trop dénaturé, ça casse le message. Alors, c'est peut-être pas aux artistes qu'il faut demander leur avis. Non, mais parce que sinon, oui, c'est de la censure après. Non, moi, je pense qu'il faut presque contre eux. Si on juge que la performance est intéressante, y aller, la filmer, imposer qu'on en fasse, qu'on en conserve quelque chose, même si, oui, c'est dégradé, oui, ça tord un peu le message, ça dénature, oui, mais pour le problème se pose presque depuis le dépôt légal, nous, c'est-à-dire que quand François Ier crée le dépôt légal, c'est-à-dire l'obligation que tout ce qui est imprimé en France et diffusé aille à la Bibliothèque royale, je pense que la plupart des éditeurs de l'époque ne voient pas forcément ça d'un bon œil. Mais lui, c'est un moyen de contrôler. À l'époque, c'est le début de la réforme, il commence à y avoir des textes pas très catholiques, et donc lui veut surveiller tout ça. Même si, comme j'ai mis, ce qui a été avancé, c'était qu'il fallait un endroit pour qu'on puisse trouver les œuvres quand elles seraient sorties de toute mémoire humaine. Magnifique, mais il y a un enjeu politique qui n'est pas indiqué, qui n'est pas celui-là. L'enjeu politique, c'est on veut contrôler. Et donc, c'est une obligation. Il y a une amende qui est prévue pour un refus de dépôt. La BNF peut imposer une amende qui est chère, qui est de l'ordre de 70 000 € quand même. Par refus. Donc, personne ne refuse. Puis aujourd'hui, les éditeurs, depuis, évidemment, la mentalité a changé. Les éditeurs sont quand même contents que nous faisions cet archivage parce qu'eux n'ont pas les moyens de le faire, n'ont pas d'argent à gagner. C'est ça. Les gens qui font des jeux vidéo, ils sont toujours dans le jeu d'après. Leur collection de vieux jeux, ça ne se vend plus, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie forcément de les conserver. C'est rare que Nintendo a su revendre des logiciels il y a 30 ans parce qu'ils sont malins, mais la plupart des gens ne sont pas comme ça, ils sont plutôt dans le prochain produit. Et donc, le dépôt légal, c'est une obligation, ça les embête un petit peu, ils le font parce qu'ils savent que c'est obligatoire, mais après coup, ils se disent finalement, c'est pas mal, parce que les jeux qu'on a sortis, nous, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on les a plus nous-mêmes, on peut venir les voir à la BNF. Et ça, c'est quand même intéressant. Tout ça pour dire que voilà, il faut peut-être faire violence aux artistes si on veut archiver ce qu'ils font, parce qu'ils ne seront pas toujours, ils n'en verront pas forcément l'intérêt et eux-mêmes, la nécessité. Donc voilà. Je me demandais, vous parliez dans votre essai, vous parliez d'ouverture de 2 espaces grand public. Est-ce que c'est maintenant accessible? Est-ce que si on vient la salle ovale et le musée?
Juin 2022. Alors, si vous suivez l'actualité française, vous verrez peut-être que notre président de la République est allé faire une intervention il y a une dizaine de jours dans l'ancien site de la bibliothèque, qui est toujours la bibliothèque qui s'appelle Richelieu, hein, la bibliothèque historique, le site historique de la Bibliothèque de France, qui a été en rénovation pendant assez longtemps et qui, là, commence à réouvrir tout doucement. Et donc, M. Macron a fait une intervention il y a une quinzaine de jours là-bas. Mais l'espace grand public que je mentionne, donc, qui s'appelle d'une part la salle ovale et d'autre part le musée, donc, qui sont des espaces non seulement grand public, mais très grand public. C'est comme ça qu'on les souhaite. Alors, j'expliquerai après. Donc, ça, c'est ouverture juin 2022. Donc, je ne peux pas... Non, pour l'instant, on n'a que des plans. Et, bon, ça avance, hein, mais ça commence à s'installer, mais ce n'est pas encore ouvert. Et donc, pourquoi je dis très grand public, c'est que la Bibliothèque de France, la Bibliothèque nationale de France, historiquement, est considérée comme un outil de recherche. C'est-à-dire que pour accéder aux collections de la Bibliothèque nationale, historiquement, il faut avoir une carte de lecteur qui est attribuée sur des critères de recherche, en fait. Donc, quand on est chercheur, qu'on est enseignant à l'université ou chercheur au CNRS, par exemple, évidemment, ce n'est pas difficile, mais les particuliers peuvent avoir une carte de lecteur. La plupart des cas, enfin souvent, c'est des gens, par exemple, qui font des recherches généalogiques. Alors, on fait la recherche de la généalogie de la famille, on a besoin pour ça d'accéder à des journaux, parce que dans les journaux, il y a les actes de décès, etc. Donc, il y a des gens qui veulent pouvoir accéder, pour trouver des traces de leur famille, à des journaux qui ont été édités, mettons, au 19e siècle. Et ça va être que à la bibliothèque. Donc, ces gens-là viennent à la bibliothèque, disent, voilà, je fais une recherche, j'ai besoin d'accéder à un tel journal édité en 1850, faites-moi une carte, et hop, on fait une carte. Et après, les gens peuvent consulter tout le dépôt légal. Mais la Bibliothèque nationale, vous le savez peut-être, a bénéficié d'un nouveau bâtiment dans les années 90 à l'initiative de notre président François Mitterrand. Et aujourd'hui, là, moi, je me trouve dans la Bibliothèque François Mitterrand, qui est un des sites de la Bibliothèque nationale. C'est un endroit très prestigieux, qui a coûté très, très cher, et qui a du coup poussé finalement les autorités à dire la Bibliothèque nationale, ça ne peut pas être uniquement un lieu très élitiste pour les chercheurs, il faut aussi qu'il y ait un lieu plus grand public pour donner goût aussi, pour présenter un petit peu ce que fait la bibliothèque, qui soit facile d'accès pour tout le monde. Et c'est comme ça que, donc, sur le site François Mitterrand, le site, on appelle ça le site Tolbiac, on a deux grands espaces dans cette bibliothèque, la nouvelle grande bibliothèque, un espace chercheur, qui est le rez-de-jardin, et un espace grand public, qui est le haut-de-jardin. Et dans la continuité de cette réflexion, comme il y a une grande restauration, je vous dis, du site historique de la bibliothèque Richelieu, là, a été pensée l'idée de faire un espace encore plus grand public, c'est-à-dire vraiment pour les familles, pour que des gens qui n'ont rien à faire le mercredi après-midi, le dimanche, puissent y entrer, avoir un aperçu de ce que fait la bibliothèque, ce qui est son métier, donc le patrimoine, mais aussi un éclairage sur la diversité de la création, en fait, telle qu'elle est représentée dans nos collections, mais voilà, les gens ne savent pas. Beaucoup de gens en France ne se doutent pas que la Bibliothèque nationale conserve des jeux vidéo. Jeux vidéo, autant, comme je vous dis, l'encyclopédie Universalis sur CD-ROM, bon, ça, on se dit oui, c'est l'encyclopédie Universalis, quand même, ou le Larousse, le dictionnaire Larousse, ou je ne sais pas, la visite du Louvre, ça, oui, c'est de la culture, mais les jeux vidéo, ça n'allait pas de soi. Or, nous, on est assez convaincus que les jeux vidéo font partie de la culture, ne serait-ce que parce que les gens passent tellement de temps, aujourd'hui, passent beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à regarder des films au cinéma ou à lire des livres. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas culturel, c'est un phénomène culturel massif, dont la littérature peut commencer à rendre compte, ou les autres arts rendent compte, parlent des jeux vidéo, parlent d'Internet, etc. Donc, le débat culturel, pas culturel, n'est pas fondé. Et donc, oui, les jeux vidéo ont leur place à titre culturel à la BNF. Et donc, voilà, dans cette salle ovale, on montrera aussi des jeux vidéo. On montrera de l'art numérique sur un poste. C'est limité, c'est un poste, mais
voilà, on mettra un peu le pied à l'étrier en montrant, d'une part, en décrivant des œuvres, parce qu'on ne pourra pas les émuler, et puis en émulant un certain nombre, et voilà, pour donner le goût, pour donner la connaissance que tout ça figure dans nos collections. J'aime beaucoup dans votre conclusion, il y avait 2 phrases qui résonnaient, qui me résonnent encore. C'est insistons encore une fois, la préservation et la pérennisation de l'accès aux œuvres d'art numériques reste une gageure. Je trouve que Oui, c'était... un sport de combat, dirait l'autre. Oui, exactement. Puis ça revient aussi avec les questions que Simon soulevait, toutes les enjeux autour de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, comment on le garde, parce que tout ce qui est en fait, tout ce qu'on expérimente, expérientiel, on perd forcément quelque chose. Mais il y avait une phrase qui venait comme contrecarrer, où ça disait « l'effort de description formelle des œuvres et la capture de leur présentation reste indispensable ». Et là, ça vient prendre la position là, que vous aviez tout à l'heure sur l'idée qu'il faut garder des traces. Ouais. Oui, oui, avec tout ce que je vous ai dit, c'est ça un peu qui s'impose. Hein. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, malheureusement, on ne sera pas capable de restituer avec suffisamment d'authenticité ou même simplement avec l'interactivité qui va avec, on ne sera pas capable de l'assurer. Et donc, il est bien sûr, du coup, indispensable d'avoir une documentation en parallèle de ce qu'on essaye de faire, hein, c'est-à-dire de vraiment rendre cette interactivité. En parallèle, il faut quand même documenter toutes ces installations, toutes ces œuvres, alors en passant éventuellement par des formalismes tels que celui que je décrivais là, proposé par Céline Thomas. Entre autres, voilà, c'est une piste parmi d'autres, parce que derrière, voilà, on se dit l'intentionnalité de l'artiste, c'est important. C'est important de se dire, bon, on ne peut pas vous montrer comment il l'a traduite, mais on peut vous dire ce qu'il avait dans sa tête. Hein. Lui, il voulait montrer telle et telle chose. Il y avait tel et tel algorithme derrière qu'on ne voyait pas, mais qui était quand même en tâche de fond. Au moins d'écrire ça, ça permet pour un chercheur éventuel, pour un lecteur du futur, de savoir que ça existait, faute de mieux. Et... Totalement. Je vois que l'heure passe vite, c'est fou. Ah Je ben oui, n'avais oui. pas regardé avant maintenant. Je me demandais, est-ce qu'il y a des participants, des participantes sur Facebook qui ont réagi ou qui avaient des questions pour M. Humblot? Non, j'ai aucune question de mon côté. Tout doit être trop clair, peut-être. Vous avez posé les bonnes questions, hein, Frédéric, Simon, puisque vous avez coupé l'herbe sous le pied de nos auditeurs. Ce que je retiens, c'est qu'à partir du moment où l'exhaustivité n'est plus possible, ça veut dire qu'il faut repenser quels seraient les critères de l'échantillonnage en termes de territoire aussi, là, parce qu'on parle de dématérialisation, mais il y a aussi une déterritorialisation qui ajoute une couche de défi. Alors, mais c'est vrai que garder une trace, c'est absolument important. Puis, imaginons si on pouvait entendre les intonations et les accents qu'avaient les locuteurs français d'avant la Révolution française, ce serait des documents incroyables. Oui. Et donc, voilà. Il y avait une question aussi, il n'y a pas de question sur Facebook. Je me disais, je me portais dans le futur, puis j'aimerais voir c'est quoi votre vision, M. Humblot, sur, bon, là, maintenant, la stratégie, c'est la virtualisation et l'émulation, mais là, tout ça s'inscrit dans des technologies elles-mêmes. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a des enjeux autour de ce fait-là qu'on repose encore sur des technologies? Est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, ça risque de faire problème, cette stratégie-là? En tout cas, tu sais, je regardais à long terme s'il y avait comme...
comme nuage qui pouvait venir troubler notre confiance. Non, bah, alors oui, j'ai expliqué qu'on se repose sur des émulateurs qui sont donc des programmes qui fonctionnent dans un environnement d'aujourd'hui. Et que cet environnement d'aujourd'hui, lui-même, il n'est pas pérenne. Il est, voilà, les PC qu'on utilise aujourd'hui, un jour ne marcheront plus, et puis on achètera un nouveau PC, mais on ne pourra plus réinstaller Windows 7 parce qu'il n'y aura pas les pilotes ou je ne sais quoi. Donc il faudra vraiment basculer dans Windows 11 ou 12 ou 13 ou je ne sais pas combien. Donc ça, on l'a toujours su. Mais là où on est confiant, et il y a une part de pari, hein, vous allez voir, c'est on se dit, le PC existe dans son architecture actuelle, c'est un peu rapidement dit, hein, mais en tout cas, le PC a été inventé dans les années 70, l'architecture matérielle des puces Intel, par exemple, x86, a été inventée à la fin des années 70 et est toujours présent dans les PC d'aujourd'hui. Ce jeu d'instructions x86, alors il a été étendu depuis, hein, on a rajouté des fonctionnalités pour la 3D, pour différentes choses, mais le jeu d'instructions initial, il existe toujours dans les puces qu'on achète aujourd'hui. Ce qui permet facilement, en fait, de faire de l'émulation de PC anciens. Parce qu'en fait, le PC ancien, il est toujours plus ou moins là, caché dans nos PC d'aujourd'hui. Et donc, ça fait 40 ans que cette architecture existe et extrêmement populaire, parce que quand même, 90 ou plus des ordinateurs qui sont vendus sont des PC encore aujourd'hui. Hein. Mac, c'est quand même une fraction assez restreinte. Donc, cette architecture qui aura duré 40 ans, moi, je fais le pari que dans 50 ans, on saura toujours la simuler, parce que tout simplement, il y aura eu cette longue période où elle aura dominé, en fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont développé énormément de programmes, de lignes de code pour les architectures d'aujourd'hui. Je pense, un des exemples, bon, il y a tout le secteur bancaire, mais un exemple plus simple encore, c'est Airbus. Airbus ou Boeing font des simulateurs de vol. Des simulateurs de vol qu'ils font sur des PC, hein, souvent. Et c'est des millions de lignes de code. Et si monsieur Microsoft, monsieur Bill Gates vient les voir un beau jour en leur disant « Vous aviez des beaux ordinateurs, mais là, nous, on a le nouvel ordinateur quantique qui va 10 fois plus vite. Alors, par contre, tous vos programmes, là, c'est poubelle. » Je pense que, enfin, vous vous doutez bien que non. Aucun industriel peut accepter de jeter à la poubelle des millions de lignes de code, des dizaines d'années de développement, parce qu'on a changé d'architecture. Donc, ça s'était déjà passé d'ailleurs dans les années 80. Il y avait, à l'époque, IBM dominait l'informatique industrielle avec ce qu'on appelait les mainframes, les ordinateurs comme l'AS400, etc., qui avaient des langages particuliers. Et puis, à mesure, les PC sont devenus plus puissants. On a mis à la poubelle ces mainframes. Enfin, je caricature un peu, qu'on me pardonne, hein, je fais simple. Mais c'est passé de mode, donc on s'est dit on va tout refaire sur PC. Ben oui, mais on ne pouvait pas du jour au lendemain mettre tous ces dizaines d'années de développement sur une nouvelle architecture. C'était trop compliqué. Donc il a fallu que IBM fournisse des émulateurs, hein, de ces mainframes pour qu'on puisse continuer sur les machines qui se vendaient alors à l'époque, continuer à faire tourner tout ce qui tournait quelques années avant sur d'autres machines. Et je me dis, il va se passer la même chose pour le PC. Il y a tellement d'actifs, enfin, comment dire, d'actifs, de passifs. Enfin, en tout cas, il y a tellement de patrimoine immatériel, de logiciels écrits pour cette architecture de PC qu'on ne va pas pouvoir dire du jour au lendemain, le PC s'est périmé, maintenant vous faites l'ordinateur quantique. Il va falloir assurer un tuilage et donc des solutions vont exister et il en existe déjà. Alors qui s'appelle plus de la virtualisation, pour le coup, là, ça se télescope un petit peu, parce que moi j'utilise virtualisation depuis le début, pour dire la virtualisation chez nous, c'est on passe d'objets matériels à des objets virtuels. Mais dans le simple, si on se restreint au domaine de l'émulation elle-même se décompose en deux branches, on va dire, de l'émulation pure et dure et de la virtualisation. Alors, l'émulation pure et dure.
c'est ce qui concerne vraiment toutes les machines qui ne sont plus des PC. Hein. Tout ce que, quand je vous parlais de l'Atari, ST, de l'Apple II, etc., toutes ces machines-là étaient sur d'autres architectures. Donc, quand on les simule, on fait un programme qui simule toutes les parties de ces machines-là, en particulier son processeur. Parce que les processeurs de l'époque n'étaient pas Intel sur des machines comme ça. C'était des 68 000, des processeurs Motorola, autre chose. Donc ça, on sait simuler sur un PC qui est sur une architecture Intel, ça devient un peu technique, hein, je suis désolé, ces vieux processeurs. Eh bien, quand on veut émuler un PC sur un PC, là, on n'a pas besoin d'émuler le processeur, parce que comme je vous ai dit, le processeur des années 80, il est contenu dans le processeur de 2020. Il y a déjà tout le jeu d'instructions. Donc, c'est là qu'on utilise, on n'appelle plus ça de l'émulation, on appelle ça de la virtualisation, c'est-à-dire qu'on va faire un programme qui va utiliser quand même le vrai processeur de la machine sur laquelle on est, et ça va aller beaucoup plus vite. D'accord? Voilà. Alors, c'est un peu technique comme discussion, mais ce qu'il faut Non, mais retenir... me voilà rassurée quand même. Ah, j'ai jamais dit que c'était simple, hein. Mais donc, voilà. Donc, moi, le pari, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, quelle que soit la machine nouvelle, et j'aurais peut-être peu d'écran, j'aurais peut-être directement des trucs branchés sur le cerveau, et je verrais directement dans mon cerveau sans écran, ça. J'aurais des architectures que je ne peux pas imaginer aujourd'hui, mais ces architectures, je pense, nous fourniront un logiciel capable de simuler un PC. Et si j'ai mon simulateur de PC, alors là, j'installerai sur ce simulateur la bonne version de Windows. Moi, tous mes émulateurs que j'utilise marchent en gros sur Windows 7. Donc, j'installerai Windows 7 dans cet émulateur. Et là, j'aurai de nouveau accès à tous mes émulateurs qui marchent aujourd'hui. Moyennant 2 couches d'émulation, on va dire, un petit peu comme ça en poupée gigogne, je devrais quand même être capable, et comme les ordinateurs seront quantiques et ils iront 10 000 fois plus vite que maintenant, je n'aurai pas de problème de performance non plus. Tout ira bien. Donc voilà, il y a une forme de pari, mais il est relativement rationnel. Et j'ajoute une dernière chose, c'est aussi des émulateurs, il en existe souvent plusieurs pour une machine donnée. On privilégie, nous, comme je vous ai dit, des émulateurs pour lesquels on a le code source. Parce que ce qui dit code source dit possibilité, pas forcément facile, hein, mais possibilité de compiler le code source pour une certaine machine. Et donc, on peut même imaginer que j'aurai un compilateur sur mon ordinateur quantique dont je vous parle dans 50 ans, qui me permettra de recompiler mes émulateurs qui marchent aujourd'hui directement pour qu'ils tournent presque nativement sur ces futures architectures. Quel cas, j'ai besoin d'un seul niveau d'émulation comme aujourd'hui. Ouais. Et voilà, tout ça, il y a du pari, il y a de la prospective et des choses. Mais en Quoi. même temps, on sent que c'est réfléchi, là. Comment? On sent que c'est bien réfléchi, que c'est structuré. Puis je pense que le pari tient la route. Ben, l'enjeu, ça va être que les développeurs ou que les grands joueurs comme Apple, Microsoft, etc., et même des réseaux sociaux comme Facebook aient en tête ou aient au moins cette volonté de laisser une trace et puis qu'ils pensent au système ou aux méthodes, ils pensent à mettre en place dès maintenant des façons d'archiver, de conserver, là, déjà qu'ils ont des terrains de football de serveurs. Ils ont sûrement, ils Oui, ont sûrement mais moyen de... malheureusement, pardon, je vous coupe, mais malheureusement, ils n'ont pas cette vocation bien souvent, et notamment, moi, on a pas mal discuté avec Apple, et on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas du tout la moindre motivation pour archiver ce qu'ils font. Ah Parce non, c'est qu'encore une ça. fois, eux, leur modèle économique, c'est vendre des logiciels. Oui. Donc, les vieux logiciels sont périmés, il y en a des nouveaux, voilà, poubelle. Et je ne suis même pas sûr qu'il existe un musée des machines Apple, parce que rien que ça justifierait un musée. Hein. Toutes les machines, les œufs, ils ont fait des objets quand même vachement jolis, qu'on marqué, qu'on voit dans le cinéma, qu'on voit un peu partout. Et ces objets-là, je suis pas convaincu qu'ils aient un musée, ne serait-ce que de leur matériel. Parce que ils sont quand même dans une dynamique commerciale qui est pas celle d'un musée. Hein. Non, c'est ça. Mais ça va être les grands enjeux, en fait, parce que si c'est parce que, mine de rien, des institutions comme la vôtre et ailleurs dans le monde
ça fait peu le poids par rapport à ces géants-là. Donc, ils mettent pas en mesure, s'ils mettent pas en place des mesures un peu facilitantes, ça complexifie d'autant plus votre tâche. Bah oui, oui. Donc, il Ouais, faut sauter. Mais vous disiez que le processeur Intel garde en mémoire tous ces processeurs déjà, c'en est une mesure, ça. oui, mais ça durera peut-être pas éternellement, hein. Là, ça a été même un gros handicap pour Intel, en fait, hein. Très longtemps, bah, leurs machines étaient moins puissantes parce que, bah oui, ils avaient cette volonté de rester compatibles avec les modèles précédents. Mhm. C'était une obligation qu'ils se sont mise, que Apple a jamais eu, hein. Apple a pris les processeurs 68000, puis après Motorola, je ne sais plus quoi, RISC, puis après ils ont été longtemps sur des processeurs Intel, et puis là maintenant ils redeviennent fondeurs, ils ont sorti leur puce il y a un an qui marche super bien, qui est super, mais voilà, bon, bah, donc tout ce qu'ils avaient fait pour processeur PC Intel, ça va partir à la poubelle, et puis ils vont tout reprogrammer pour le processeur M1. Ah oui. Mais C'est, c'est vrai qu'ils sont forts là-dessus. ah, mais ils sont forts, et Je veux puis dire, jetez votre machine à la poubelle, achetez-en une autre. ah, bah ça, Ça, et c'est elle va Apple, ça. plus Oui, oui. vite, vous serez très très content, mais Bon, bon. bon. Mais là, on dérive vraiment. Je Oui, pense c'est ça, que j'allais dire, c'est il ça. reste On un va. petit, il Ben, reste un ça a à petit voir, hein, ça a à voir question. quand même, hein. Ces questions-là ne sont pas neutres, hein, Oui, pour Ah non, tous les sujets non, qui nous non, occupent quand même, hein, c'est important. c'est des oui. questions assez fondamentales. Il nous reste 4 minutes. Si je vous demande un petit mot de la fin, puis après, je vais conclure avec Simon. Demandez à moi un mot de la fin, mais Ah on est ouais! loin de la fin, on Il est n'y a au pas de fin. début Il n'y a pas d'une de grande fin. aventure. Non, que dire bah, non, non, je vais avoir du mal à conclure là. Il n'y a aucun problème. Je pense que vous avez vraiment couvert tellement large aussi. Mhm. Oui, Écoutez, pour ceux et celles qui ne l'ont toujours pas fait, sur le site web de Rhizome, l'essai de Jean-Philippe Humblot y est. Simon, le livre aussi va sortir. Il va avoir un livre papier, donc ça va être Oui. un objet matériel. Archivable. Archivable. ça, c'est pas le Archivable. problème, hein. Apparaître en janvier. D'ailleurs, on espère faire un petit lancement à Paris. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. En tout cas, vous serez Ah bah oui. certainement invités. Et puis, donc, apparaître. Donc, ça fait partie des 3 prochains titres qui vont sortir aux éditions Rhizome. Les éditions Rhizome, en fait, on publie des textes qui ont été écrits spécifiquement, la plupart du temps, pour de l'art vivant ou qui laissent des traces, justement, là, de projets qui sont difficilement archivables. Donc, on laisse au moins une trace textuelle, une modalité d'existence du projet. Donc, dans le cas de placer pas ça de la littérature en ligne, cette trace-là, ce sera ce recueil d'essais de la virtualité. Voilà. Et la captation de l'échange d'aujourd'hui va être accessible sur la page Facebook de Rhizome et également sur Littérature vivante, qui est la chaîne YouTube de Rhizome. Donc, c'est pérennisé. L'échange va rester. D'accord, oui, oui, très Tant bien. que le serveur existe. Tant que Ouais. ça existe, parce que YouTube, hein, des fois, ils enlèvent quand même des choses. Donc, c'est Oui, bien que ce soit au moins dans 2 endroits. oui, On oui, va oui. l'avoir sur nos serveurs aussi. Regardez si vous pouvez Ah avoir une oui, version chez vous. oui, oui. Parce que, bon, Ouais, Amazon, c'est ça. non, Facebook plutôt C'est ça. et Google, bon, ben voilà, elles sont peut-être plus là un jour, hein, mais nous, Ouais. on sera encore là, n'est-ce Oui, pas? ben, j'espère. Un Ben, gros merci de votre temps. Ça fait un super oui. bel échange, très, Je vous très en prie. enrichissant pour nous tous. Bah, je suis très content en tout cas. Puis encore une fois, c'est dans notre vocation, voilà, par votre intermédiaire, d'être en mesure de toucher aussi bah, des créateurs ou des curateurs aussi qui rejoindront les cohortes de la conservation. Bah, je suis content d'avoir pu partager cette expérience. Merci Merci beaucoup. à tous aussi, à tous et toutes qui nous ont suivis sur Facebook. On se dit à la prochaine.